Bonjour Monsieur Chouard, merci tout d'abord d'accorder une interview à l'agence Infolibre. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes enseignant, conférencier et blogueur. Vous êtes notamment connu pour votre travail contre la Constitution européenne en 2005 et pour vos prises de position en faveur... L'anti-constitution. Comment? L'anti-constitution européenne. L'anti-constitution européenne. Ouais, il ne faut pas Très l'appeler bien. constitution, Ok. c'est une fausse. Et pour vos prises de position en faveur du tirage au sort comme mode de scrutin. Vous êtes enfin le créateur du blog Étienne Chouard Le Plan C, blog qui a pour objectif entre autres de créer collaborativement une constitution d'origine citoyenne. Oui. Notre première question portera sur votre passage récent sur le plateau de Ce soir ou jamais. Cette émission dédiée à la rentrée politique a permis à beaucoup de gens de vous découvrir, vos interventions ayant été énormément relayées dans les médias. Comment avez-vous vécu ce passage? J'ai trouvé personnellement que le malaise des autres invités était palpable lors de vos interventions. Ah, j'ai pas senti ça. J'ai eu l'impression que j'avais peu de temps. Je m'y attendais parce que j'avais fait une division. Je savais qu'on avait une heure et demie, que il y avait la présentation, des petits reportages. Bon, il nous restait une heure, on était 8. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup plus de 5 minutes. Et moi, j'ai plein de choses à dire, surtout qu'on n'a pas tant l'occasion d'avoir des espaces télé, avec beaucoup de monde, quoi. Et donc, il a fallu que je prépare les sujets, que je choisisse les sujets sur lesquels j'allais parler. Donc, je m'étais préparé à... Je savais qu'il allait y avoir Attali, mais j'avais pas le temps, en 5 minutes, j'ai pas le temps de croiser le fer avec Attali, donc j'avais exclu l'idée d'interpeller Attali. J'avais exclu aussi l'idée de parler du tirage au sort parce qu'il me faut au moins 10 minutes pour le décrire sans qu'il soit discrédité. Donc le décrire de façon respectueuse. Il faut au moins 10 minutes. Donc j'ai pas le temps de parler de ça. Et puis pour moi, c'est pas l'essentiel. C'est une procédure essentielle, mais si je dois choisir dans tout ce sur quoi je travaille, l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est qu'on écrive, nous, la Constitution, et qu'on arrête de considérer les acteurs politiques comme des incapables ou des gens qui sont aveugles, et qu'en fait, on s'aperçoive qu'ils nous trahissent. En fait, ils trahissent l'intérêt général. Et ils ne servent pas l'intérêt général, et c'est pour ça qu'on n'en sort pas. Et donc, je préférais me concentrer là-dessus. Et puis donc, au moment où on me donne la parole, je pars sur cette explication et où j'arrive en 3-4 minutes à ne pas être interrompu. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après ça, je m'aperçois que Attali, non seulement... je pensais qu'il ignorerait, quoi. Je pensais être ignoré d'Attali. Et puis en fait, non seulement il ne m'ignore pas, mais en plus il me rentre dedans. Il me rentre dans le lard. Alors c'est inattendu, il me rentre dans là, puis il rentre de là sur le tirage au sort. Alors ça c'est vraiment inattendu, donc c'est... Bon, on a l'esprit d'escalier, ça vient après, les réparties, c'était assez facile de répondre à ce gars-là, parce que c'est pas étonnant que Attali soit contre le tirage au sort. Un vieil oligarque usurier, donc qui travaille avec tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche depuis 30, 40 ans, et qui en fait accède au pouvoir via le faux suffrage universel, via précisément ce que je conteste, et via cette fausse démocratie, c'est normal qu'il soit contre le tirage au sort et qu'il en dresse un tableau miteux, ridicule, mais qui est une caricature. Et non pas parce qu'il n'y connaît rien, mais parce qu'il n'a pas envie de comprendre, quoi. Parce qu'il est jugé parti et c'est son outil d'accès au pouvoir, le suffrage universel, entre guillemets, qui est en cause. Donc, mais pour croiser le fer là-dessus, il faut un peu plus que 5 minutes en tout, quoi. Donc, et puis en plus, alors moi j'ai regardé après la vidéo, parce qu'on ne se rend pas bien compte en direct, il faut quand même, j'imagine, un certain entraînement quand même pour... Mais après coup, je m'aperçois que ce gars-là m'interpelle en ridiculisant le tirage au sort. Et moi, je lui réponds comme s'il était de bonne foi, comme s'il allait comprendre. Mais non, mais vous ne comprenez pas. Non, c'est pas le tirage au sort des législateurs dont il est question principalement. C'est le tirage au sort des contrôleurs et des constituants. Mais en fait, il n'est pas du tout de bonne foi. Et donc ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre, quoi. Il faut prendre le problème autrement parce qu'il est jugé parti, il a envie de ne pas comprendre.
Il a besoin, c'est très important pour lui de ne pas comprendre comment fonctionne le tirage au sort et ce que la société aurait à gagner à cette procédure impartiale et incorruptible. Donc, globalement, je trouve que je m'en suis pas bien sorti pour l'aspect controverse. Les aspects controverses qui ont suivi, je trouvais plutôt pas bon. Pas du tout préparé à ça. Ce sera mieux la prochaine fois. Et puis, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, le petit bout de séquence dans lequel j'explique vraiment le plus important, c'est-à-dire que si on n'écrit pas nous-mêmes la Constitution, on n'en aura jamais. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que on arrête d'accepter de discuter des conséquences que sont les trahisons de nos représentants, qui ne sont pas nos représentants, qu'on prenne conscience que ce ne sont pas nos représentants, mais les représentants des riches qui les ont fait élire, et que du même coup, la solution, elle est en amont, dans la compréhension du fait que notre impuissance est écrite dans un texte dont pour l'instant nous nous foutons, et c'est ça notre problème, c'est que nous nous foutons de ce texte. Le fait d'avoir pu dire ça, et que ce soit ce petit bout-là qui buzz, parce que finalement dans cette émission, ce qui buzz sur le net par millions d'exemplaires, c'est fou, hein, c'est des millions, c'est tout à fait, c'est une opportunité, c'est super. Donc c'est bien, et ça germe, et il y a plein de gens qui s'emparent de cette idée, qui découvrent ce qu'on fait, quoi, hein, le boulot du cerveau collectif autour du plan C, là, une constitution citoyenne. Donc moi je trouve que c'est super, c'était une opportunité pour nous. On aurait pu faire mieux, sans doute. Voilà, c'est pas si simple. Hein, quand vous savez que vous avez beaucoup de choses à dire et que vous avez besoin de temps pour le dire correctement, moi je peux tout à fait croiser le fer. Il faut quand même qu'on ait le temps, quoi, le temps de réfléchir à ce qu'a dit l'autre pour voir. Et quand il faut que ce soit vraiment du blitz, quoi, du très très rapide, ça sert pas l'échange et la réflexion. Il faudrait un autre format peut-être pour croiser le fer avec un oligarque, mais les oligarques craignent ça. En fait, ils fuient ça. Ils se réservent des plateaux dans lesquels tout est servi, il n'y a que des faux opposants, hein, de l'opposition contrôlée que Orwell décrit bien. Un totalitaire, un aspirant totalitaire, un pouvoir cherchant à être totalitaire, cherchant à bien tout contrôler, il a absolument besoin d'une opposition. Mais d'une opposition contrôlée, c'est-à-dire une opposition dont il ne craint rien. Et la totalité des oppositions qu'on voit apparaître sur les télévisions sont des oppositions dont le pouvoir n'a rien à craindre. Par exemple, des militants ou des représentants de partis politiques de gauche, mais qui disent qu'il ne faut pas sortir de l'Union européenne. Alors ça, c'est totalement l'opposition contrôlée, quoi. C'est le truc dont le système n'a rien à craindre. C'est le résistant, entre guillemets, dont le système n'a rien à craindre. Parce que l'Union européenne, c'est vraiment un projet fasciste, quoi. C'est un projet de domination totale dans laquelle, dans les institutions duquel les citoyens n'ont plus rien pour se défendre. Ça va mal se finir, ce truc-là. L'Union européenne, ça ressemble à l'Union soviétique. Hein, c'est plus malin, c'est plus sexy, ils sauvent mieux les apparences et ils nous permettent de vivre dans de meilleures conditions. Hein. Il y a moins de rareté, mais ça va se dégrader. Quand on voit ce qu'on fait subir à la Grèce, et qui est un laboratoire, hein, ça nous pend au nez. Je pense que c'est mal barré. Mais il y a très peu de moyens de résister, hein, à part écrire nous-mêmes une constitution qui nous permet ensuite d'avoir des représentants qui nous permettront de sortir de l'Union européenne. Jamais les élus d'aujourd'hui ne sortiront de l'Union européenne, c'est eux qui nous ont mis dans cette merde. Donc c'est pas eux qui nous en sortiront. Donc je n'attends rien des élus. La solution ne viendra pas des élus qui ont été achetés par les riches. Ça fait 200 ans que ça dure. Les riches peuvent acheter le pouvoir grâce au suffrage universel, le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres. On se sortira de ce piège à rats en prenant le problème plus en amont et en écrivant nous-mêmes notre puissance politique. Et donc, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on fasse des ateliers constituants un peu partout. Pourriez-vous nous apporter votre éclairage sur Jean Tirole, nouveau prix Nobel d'économie? Oui, alors ça c'est une enfumerie encore, un enfumage.
Bon, Jean Tirole, il vient d'avoir un prix Nobel. En fait, c'est pas un prix Nobel, hein, c'est un prix décerné par la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Mais, donc il fait semblant d'être un prix Nobel, mais c'en est pas un. En fait, c'est un prix décerné par une banque à des idéologues qui servent les intérêts des banques. Donc ça fait 30 ans maintenant que tous les prix Nobel, à part Krugman peut-être, Paul Krugman est keynésien, mais tous, autrement, ça fait 30 ans, étaient néolibéraux. C'est-à-dire des prostituées aux banques. Donc le dernier en date, c'est encore un prostitué aux banques. Donc Jean Tirole, c'est vraiment un néolibéral, mais avec une particularité, parce que c'est plus grave encore. Jean Tirole, en France, il nous a, comment on pourrait dire ça sans dire de gros mots, il nous a morpionné l'université, il nous a vendu l'université aux riches, aux banques, et puis pas seulement aux banques, aux multinationales, à Total. Et comment ça s'est passé? Eh bien, Jean Tirole, il a activement participé à ce qu'est aujourd'hui l'école d'économie de Toulouse, Toulouse School of Economics, dans laquelle il a installé, il a promu et rendu possible et développé le partenariat public-privé à fond égal avec entre privé et public, ce qui fait que le public ne maîtrise plus le financement, le choix des études, le choix des recherches, le choix des chercheurs, et dans lesquels, dans ces institutions, les fonds privés ayant une quasi-majorité ou une telle importance qu'ils sont décideurs, qu'ils arrivent à décider de ne donner le crachoir, hein, la parole professorale qu'à des néolibéraux. Non, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, nous perdons... c'est-à-dire que nos meilleurs enfants qui arrivent dans ces écoles, nos meilleurs enfants, deviennent des néolibéraux parce qu'on n'enseigne que ça. Alors, je vous conseille, pour comprendre l'imposture économique, et qui déclenche, enfin, qui est à l'origine et qui sert de fondement à notre dépossession totale du fait économique et du choix politique économique, je vous conseille de lire Laurent Mauduit, qui travaille pour Mediapart, c'est un ancien du Monde et qui est maintenant à Mediapart, qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle, je suis en train de lire ça, c'est remarquable. Alors, celui-là date de 2011, je crois. Non, 2012. Les imposteurs de l'économie. Remarquable bouquin dans lequel sont démasqués des menteurs comme Olivier Pastré, comme Jean-Hervé Lorenzi, qui sont les chefs d'orchestre du mensonge dans le pays. Hein. C'est des gens qu'on voit partout, qui se présentent comme des universitaires, qui sont en fait des banquiers au service des banques, donc ils sont prostitués. Quand ils ne sont pas banquiers eux-mêmes, Olivier Pastré est lui-même banquier, sa famille était directrice de la Société Marseillaise de Crédit, donc c'est une famille richissime, et Olivier Pastré avait une banque florissante à l'époque du tyran Ben Ali, et ça ne posait aucun problème de conscience, et ce gars-là vient nous donner des leçons sur la façon dont on va sortir de la catastrophe créée par les banques. La solution ne viendra pas d'Olivier Pastré. Olivier Pastré est prostitué aux banques. Il est banquier. Et on ne le présente jamais comme ça. On le présente comme un universitaire, un économiste. Mon œil, c'est plus qu'une imposture, c'est une crapulerie. Je veux dire, il faut qu'on arrive à se défendre contre ces gens-là. Ces gens-là se présentent comme l'alpha et l'oméga de la science, du savoir incontestable, comme des experts en crapulerie, des voleurs. Et ces gens-là nous empêchent de nous sortir des griffes des banques. Donc il faut lire le bouquin « Les imposteurs d'économie » de Mauduit. C'est un bon bouquin, bien tonique, et puis qui mâche pas ses mots, et puis qui documente les trahisons. Les trahisons, et puis toutes les perversions de tous les économistes à qui on donne la parole aujourd'hui. C'est terrible, hein. Super important. Hein. L'austérité nous est imposée au nom du dogme, au nom de la science économique, qui est en fait du foutage de gueule de A à Z. Hein. Enfin, c'est du foutage de gueule, c'est-à-dire c'est l'économie au service des 1%. Mais les 99% n'ont pas du tout intérêt à écouter ces gens-là. Ces gens-là sont des imposteurs. Et alors, il y a un deuxième livre qui porte un titre comparable, que je découvre, là, ça fait une semaine que je lis ça. C'est remarquable. Steve Keen, un Australien, qui s'appelle « L'imposture économique ».
alors qu'il là est plus scientifique. Hein. Là, c'est un keynésien, c'est un économiste hétérodoxe, donc c'est quelqu'un qui se bat contre la vague néolibérale et qui se bat avec les moyens financiers réduits, puisque les banques ont trusté l'école, la fac, et ne financent pas ces gens-là. Donc ces gens-là se battent. C'est le premier bouquin très documenté, très scientifique, qui prend un à un les dogmes néolibéraux, les enfumages néolibéraux, les fausses lois libérales, les fausses lois économiques, et puis qui les démonte. La loi de l'offre et de la demande, démontée, détruite, quoi. L'économie de l'offre, avec les avantages qu'on est censé en attendre, détruit complètement, je veux dire. Et c'est démontré depuis longtemps. Et c'est une bonne recension, c'est un bon récapitulatif des raisons de ne pas croire. Et puis toute la crapulerie des universités corrompues par l'argent, là aussi bien démontées. Et là, comme c'est un Australien, il le démonte, il ne parle pas de la France, il parle de l'Australie, des États-Unis. Remarquable bouquin. Et... il faut voir il y a un film qu'il faut voir. Donc Laurent Mauduit a fait un très bon billet il n'y a pas longtemps, justement sur l'imposture de Tyrol, pour résumer un peu l'aspect de son bouquin qui concerne Tyrol. Allez, il faut lire le bouquin, l'article de Mauduit, mais il y a plusieurs articles remarquables sur ces impostures sur Mediapart. Il faut s'abonner à Mediapart, hein, il faut aider ce journal. Mediapart, il n'y a plus beaucoup de journaux qui soient de la trempe de Mediapart. Hein. Alors Mediapart ne fait pas assez, je trouve, le procès rude de l'Union européenne. Je trouve que c'est pas assez radical, mais bon, ils y viendront, je pense, mais c'est quand même un journal qu'il faut soutenir. Et il faut voir si vous l'avez raté, je pense que vous l'avez vu, parce que souvent les gens qui sont un peu engagés politiquement ont vu ce inside job. Au moment de la faillite de l'Islande, là, il y a un gars qui a fait un film absolument remarquable. Je crois qu'il est libre, enfin il n'est pas libre de droit, mais il circule librement sur Internet. Il faut prendre le temps de regarder ça, surtout la fin pour ce qui nous concerne. Vous allez voir, ce gars-là a pris la main dans le sac, a volé, a corrompu pour de l'argent des universitaires qui ont touché des centaines de milliers de dollars pour aller raconter des choses dont ils savaient que ce n'était pas vrai. Des menteurs, des escrocs, des voleurs. Des profs d'université qui sont corrompus. Il faut voir Inside Job, hein, c'est remarquablement fait. La mise en scène, en plus, est haletante. C'est très bien fait, un très bon bouquin, un très bon film, dont on devrait faire un petit livre à travailler. Donc, Tyrol, alors évidemment, quand il passe à la radio et à la télé, il vient d'avoir le prix Nobel, c'est-à-dire le prix des escrocs libéraux, néolibéraux, là. Il vient de toucher son prix de corrompus, de prostituées. Bon, bah, c'est super. Alors, tu as toute la bande des prostituées qui viennent le féliciter. Ok, mais nous, les 99%, il faut qu'on arrive à regarder ça avec du recul et sans marcher dans leur bobard, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il faut éteindre sa télé, hein, pour se désintoxiquer des bobards économiques. Il faut éteindre sa télé, quoi, hein. Il faut lire des gens comme Keane ou comme Mauduit. Et ces gens-là passent pas à la télé, quoi. Comment avez-vous perçu la nomination d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à ce que vous venez de dire, que c'est dans la continuité? Que pour les banques, là, aujourd'hui. Oui, mais bon, Macron, c'est un ancien de Rothschild qui devient... Alors, les banquiers, pour moi, depuis la faillite 2007-2008, devraient être en prison pour faillite frauduleuse. Ces gens-là ont menti, trahi, triché. Les subprimes, les titres... Les subprimes, vous vous souvenez, c'est cette technique présentée comme l'Eldorado. Enfin, on a trouvé la technique qui permet de gagner de l'argent sans prendre de risques. Ça consistait à mettre des produits pourris en sandwich au milieu de produits pas pourris et de vendre tout comme si c'était du pas pourri. C'est juste une technique d'escroc, de voleur. Et ces gens-là, après avoir répandu sciemment, en connaissance de cause, répandu leurs produits merdiques sur toute la Terre, mettre le système en faillite totale, le jour où ça pète, le système tombe en faillite, et au lieu d'aller en prison,
les directeurs de ces banques, ils devraient être en prison pour faillite frauduleuse, pas pour faillite frauduleuse. C'est des menteurs, des voleurs, des escrocs, des bandits, des crapules. Et au lieu d'aller en prison, ces gens-là sont récompensés par des dizaines de milliards qu'on leur donne, des centaines de milliards qu'on leur donne, maintenant des milliers de milliards qu'on leur donne. Quand la Banque centrale aujourd'hui prête à ces gens-là, c'est à 0%. Au lieu d'être en prison. Comment ils font? C'est quoi le secret? C'est qu'ils ont corrompu les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques sont à leur service. Ils ne sont pas incompétents, les pouvoirs politiques. Ils ne sont pas aveugles, ne comprenant rien. Ils sont en mission contre nous, au service des banques. C'est plus qu'un complot, c'est un crime, c'est un attentat au bien commun. Alors, attention, il faut comprendre ici l'importance stratégique pour le système de domination bancaire, où les usuriers ont pris le pouvoir là. Il faut prendre la mesure de l'importance pour eux de la théorie du complot. La théorie du complot, qui consiste à accuser de maladie mentale ou de dérives extrêmes droitières, c'est-à-dire de dérives fascistes, alors avec tous les gros mots qui vont bien, d'accuser de tous ces mots les citoyens qui découvrent le complot et condamnent le complot et parlent de crimes, de trahison. C'est essentiel pour le système de les discréditer très vite en les amalgamant avec le pire du pire, c'est-à-dire avec Hitler, quoi. Voilà, avec le fascisme. C'est très important pour le système de domination de très vite amalgamer les gens qui dénoncent des complots avec le pire du pire, de façon à être à l'abri des contestations. Mais il faut comprendre que c'est très important aussi, dans l'autre sens, pour les 99%, de ne pas se laisser intimider et d'appeler complot un complot, d'appeler crime un crime, et d'accuser nos gouvernants de crimes contre le bien commun. De crimes, ce sont des criminels, des menteurs, des voleurs, des traîtres, qui devraient être en prison. Et si on s'interdit d'analyser la trahison actuelle du bien commun par nos gouvernants, si on s'interdit de l'analyser en termes de complot, mais on protège des traîtres. De fait, alors sciemment ou inconsciemment, mais de fait, si on s'interdit d'analyser la malfaisance de nos gouvernants en des termes de complot, on est réduit à quoi? Parler d'erreur, d'aveuglement, d'incapacité, de faiblesse. Ouais, mais tout ça, c'est très en deçà de la réalité. Ça nous conduit à un mauvais diagnostic, un diagnostic qui est à côté de la plaque et qui fait qu'on ne peut rien régler. On se ficelle les mains dans le dos et on va prendre tous les coups sans pouvoir résister. C'est très important pour les 99% de reprendre l'analyse en termes de complot, de chercher les complots, de les dénoncer et de punir les comploteurs tout de suite. Alors, je vous ai apporté un livre, parce que je savais qu'on allait parler de complot, un livre très important, je n'ai pas encore fait de billet de blog là-dessus. Il faut que je fasse un billet avec force, avec beaucoup de commentaires. C'est pas très visuel, hein, c'est le bouquin de Marat, il existe chez Alia, c'est le bouquin de Jean Massin. Peut-être vous pourrez mettre en post-prod la couverture actuelle chez Alia, je crois que c'est Alia qui fait ça, du bouquin de Jean Massin qui s'appelle Marat. Marat, c'est Révolution française, c'est l'époque de Robespierre, et Marat, on comprend avec ce bouquin, vraiment qui est très équilibré, qui est l'historien Jean Massin a pris le parti de Marat. Mais il le dit, et il explique honnêtement. Marat avait des travers, pas grave, hein, vous verrez, c'est pas grave, mais c'est des travers, et Marat est défendable, mais plus que ça, Marat c'était un visionnaire, quelqu'un qui était le plus vieux de la bande. À l'époque de 1788, c'est tous très jeunes, hein, Robespierre, Saint-Just, tous ces gens-là avaient la trentaine à peine, très jeunes. Ils n'avaient pas l'expérience qu'avait Marat. Marat, lui, il avait vécu 7 ans en Angleterre, qui avait déjà fait sa révolution, et il avait vu l'importance de la presse, l'importance d'une presse libre capable de dénoncer les complots, et il avait déjà écrit Les chaînes de l'esclavage, qui est un bon bouquin que vous devriez lire. Les chaînes de l'esclavage, ça se lit aujourd'hui très bien. Ça nous concerne. Les chaînes de l'esclavage, c'est un livre qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, Marat, c'est quelqu'un qui
qui attendait la mort quand la Révolution est arrivée. Il avait raté ce qu'il espérait. Il avait écrit Les chaînes de l'esclavage et ça n'avait pas eu le succès qu'il attendait. Il avait l'impression d'être incompris, et c'est vrai qu'il l'était. Arrive la Révolution française, il renaît. Et il s'empare de ce truc-là, et il se met à défendre la Révolution française contre ses ennemis, contre les contre-révolutionnaires. Et qui se met à dénoncer les complots. Et qui voit avant tout le monde les intrigues de Lafayette, qui voit avant tout le monde les intrigues de Dumouriez, qui allait trahir. Et il annonce qu'il va trahir. Et il trahit. 6 mois après, 1 an après, il trahit. C'est-à-dire qu'il voit les choses venir. Marat, c'était un visionnaire, quelqu'un qui voyait, qui analysait en termes de complot, et puis qui n'hésitait pas à parler de complots et de comploteurs à punir. Et Marat était très important dans la Révolution française. Ça a été le moteur, c'était quelqu'un qui entretenait la méfiance populaire de ceux qui étaient au pouvoir. C'était très important d'avoir ça. Et nous aurions besoin de Marat aujourd'hui, de plusieurs Marats. Je raccroche ça à ce que je disais tout à l'heure sur le complot. Non seulement il ne faut pas accepter cette intimidation qui voudrait que nous devrions nous sentir coupables de dénoncer des complots, mais non seulement on ne devrait pas... Nous avons besoin de dénonciateurs de complots. Et de temps en temps, certains vont dénoncer des complots à tort et vont croire qu'il y a un complot là où il n'y en a pas. Eh bien, on verra. On verra. Il va y avoir des controverses. Il y a des gens qui vont contester cette thèse du complot sur ce complot-là et qui vont correctement argumenter pour expliquer que, ah oui, dans ce cas-là, c'était une fausse alerte, c'était pas un vrai complot, et donc on s'est trompé, et donc on pourra revenir en arrière sur tel... Mais il est très important que quand on a l'impression qu'il y a un complot, on puisse en parler en tant que tel, le dénoncer et le punir, et envoyer en tôle, au moins, pas besoin de les tuer, mais au moins envoyer en tôle les comploteurs, au moins leur retirer le pouvoir. Parce que pour l'instant, c'est les gens qui sont au pouvoir qui trahissent. C'est les gens qui sont au pouvoir, qui s'appellent UMP, mais ils ne sont pas populaires du tout, qui s'appellent socialistes, ils ne sont pas socialistes du tout, ils sont tous prostitués aux banques. Non mais attends, comment on fait là? Si on ne parle pas de complot, ça va continuer, hein? Ça va continuer comme en Grèce. Donc je vous recommande de lire le bouquin de Marat, vous verrez que c'est exemplaire. Alors il a été détesté, il a été calomnié, et ce qu'en disent les historiens est le reflet beaucoup plus des calomnies des riches contre ce gars-là qui conspuait les riches, qui conchiait les riches, conchiait, j'ai le droit, hein, c'est pas un gros mot, c'est du Rabelais. On a besoin de penser la politique en adulte sans se laisser intimider par les donneurs de leçons qui nous disent qu'on est quoi, fasciste. C'est une blague. On veut s'émanciper, on veut écrire nous-mêmes notre constitution, on veut se protéger contre tous les chefs. Tous les chefs, c'est pas fasciste ça. Les fascistes, ils veulent un chef. Ils veulent un chef qui dirige tout et qui va servir les intérêts des grandes entreprises. Hein, Hitler, il travaillait, il était soutenu par IG Farben. Il était soutenu par IBM. Il était soutenu par Siemens, par les grandes entreprises, les grandes multinationales. Le cartel de la chimie, le cartel de la sidérurgie, toutes les multinationales soutenaient Hitler. Donc le fascisme, c'est au service des grandes entreprises et contre les travailleurs. Le projet qu'on défend, là, le projet démocratique, il est antifasciste, complètement. Donc, on est accusé de fascisme parce qu'on dénonce des complots. C'est extravagant. Il ne faut pas se laisser intimider par ça. Voilà, donc, vérifiez que ce qu'on dit n'est pas pro-fasciste, et puis vous allez bien voir que le combat démocratique, il est antifasciste. Et que ce n'est pas parce qu'on dénonce des complots et qu'on s'en prend aux banques qu'on est fasciste, pas du tout, c'est le contraire. Dernière question, des nouveaux partis comme Nouvelle Donne mettent en avant et pratiquent le tirage au sort. Peut-on y voir l'influence Étienne Chouard? Oui, mais c'est petite, et puis voilà, c'est une graine qui germe. Il faudrait déchoirdiser cette idée-là. Les gens s'en emparent, et ils en parlent sans moi, et c'est super, c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui se sont battus pour le tirage au sort et pour la vraie démocratie bien avant moi. Je suis pas du tout... Moi, je suis tombé dessus, je trouve l'idée bonne, je la défends. Il se trouve que j'ai fait ça à un moment où j'ai eu la chance d'être médiatisé. J'en profite, je sème plus de graines, je fais ce que je peux. Mais il faut que tout le monde fasse ce qu'il peut pour semer des graines autour de lui. C'est l'ensemble qui fera un système. Je pense que l'idée géniale, c'est pas le tirage au sort. L'idée géniale, c'est
qu'en tirant au sort l'Assemblée constituante, on va avoir des vrais constituants, des gens qui ne sont pas jugés partis et qui vont enfin instituer la puissance du peuple au lieu d'instituer son impuissance. Et donc le tirage au sort, c'est une manière de nettoyer le processus constituant de tous ces conflits d'intérêts. Parce que pour l'instant, ce sont les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Donc c'est ça là, le drame de l'humanité pour l'instant, c'est que les humains n'arrivent pas à avoir des constitutions parce qu'ils laissent écrire les constitutions par des gens qui sont en conflit d'intérêts, qui ont intérêt à avoir une anti-constitution, donc qui instituent leur puissance à eux et l'impuissance des peuples. C'est pas une fatalité. Il faut qu'on se débarrasse du conflit d'intérêts dans les processus constituants. Et il me semble que la procédure du tirage au sort est exceptionnelle pour ça. Elle va fonctionner. Donc mais si vous voulez, c'est pas le tirage au sort qui tout seul va faire quelque chose. Le tirage au sort, il faut qu'on s'en empare et qu'on se l'approprie, qu'on voit ses défauts et qu'on voit les institutions complémentaires qui permettent de corriger les défauts pour que finalement ce soit la meilleure des procédures avec pratiquement plus de défauts. Mais tout ça, il faut le faire avec le projet politique, c'est que pour s'émanciper, réellement, enfin, ce qui est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire des hommes, hein, mais il faut qu'on soit capable, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'entraîne, d'écrire nous-mêmes la Constitution. Donc, le plus important dans ce que j'ai à dire, il me semble, c'est le fait qu'il faut qu'on s'entraîne en faisant des ateliers avec des ateliers constituants, il faut qu'on s'entraîne à écrire nous-mêmes notre puissance politique. Il ne faut plus qu'on ait peur d'écrire des articles de constitution. Et si on fait ça à grande échelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un atelier constituant, on invite des gens qui n'ont jamais entendu parler de la Constitution, qui n'avaient pas vu l'enjeu du truc, et on les invite, on les fait venir avec nous, et on les contamine, et ben, si on est contagieux et que de proche en proche, on est de plus en plus nombreux à être capables d'écrire la Constitution, et donc être capable de lire un projet constituant écrit par quelqu'un d'autre, parce que comme on l'a écrit nous-mêmes, on sait où sont les pièges et difficultés, et on lit beaucoup mieux quand on a écrit soi-même, eh bien, le tirage au sort de l'Assemblée constituante nous paraîtra beaucoup moins choquant qu'au premier abord. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui tirez au sort n'importe quelle assemblée, ça va lui paraître incongru, parce qu'on n'est pas préparé à ça, on n'a pas apprivoisé cette idée-là. Mais il suffit de pas longtemps, il suffit de quelques minutes, disons 1 heure ou 2, disons quelques heures, les gens comprennent très vite en fait le potentiel politique fondamental qu'il y a dans le tirage au sort et l'éducation populaire constituante, l'auto-éducation populaire constituante, le fait que nous décidions, c'est transparti mon idée, hein, ça concerne tout le monde, hein. Ça concerne tout le monde, y compris surtout ceux qui ne sont pas dans les partis. Mais même ceux qui sont dans les partis. Nous avons tous un intérêt majeur, alors sauf les 1% qui ont pris le contrôle actuel du pouvoir. Bon, ceux-là, ils n'ont pas un intérêt. Et ceux qui sont à leur service, ou ceux qui se goinfrent, les prostituées qui sont à leur service, ceux-là n'ont pas un... Mais c'est très peu, c'est 1 pour 1000 de la population, tous ces gens-là. Hein. Tous les autres, les 999 pour 1000, nous avons un intérêt politique premier, cardinal, à écrire nous-mêmes notre constitution, c'est-à-dire, en fait, comme on est des millions, nous avons intérêt à nourrir, animer une éducation populaire digne de ce nom, constituante. Apprenons à écrire une constitution. Alors, Nouvelle Donne, là-dedans, s'approprie le truc. J'ai rencontré un peu Larouturou, on a dîné ensemble, on a parlé, on n'est pas du tout d'accord sur l'Union européenne. Lui, il prétend qu'on peut rester dans l'Union européenne. Je suis absolument pas d'accord, je lui ai signalé que pour plein de gens, c'était un signe de trahison, que c'est tellement incohérent que c'est pas crédible. On se dit, ce gars-là nous ment. Je lui ai dit, je crois qu'il comprend. Je pense que dans le système de domination actuel, les gens qui prônent la sortie de l'Union européenne sont carrément mis à l'écart et leur vie médiatique disparaît, c'est-à-dire qu'ils meurent médiatiquement, et que donc les gens qui veulent avoir un rôle sont comme contraints, sont conduits à ne pas dire il faut sortir de l'Union européenne. Ça, c'est le piège du truc, c'est que même les gens qui croient qu'il faut sortir de l'Union européenne ne peuvent pas le dire, sinon ils se détruisent médiatiquement. Alors nous, comme on n'existe pas médiatiquement, qu'on n'existe que sur nos médias Internet, on n'hésite pas à le dire, on est libre d'esprit, on peut le dire. Je pense que Larouturou, j'ai du mal à dire parce que je ne le connais pas assez, hein, mais il me semble que dans son parti, il y a plein de gens qui ont compris l'idée du constituant populaire et du tirage au sort pour s'affranchir. Et je pense je ne suis pas sûr qu'ils vont y réussir, mais je pense qu'ils vont essayer de promouvoir cette idée-là. J'ai été les voir à leur université d'été, à la fin de l'été, là, et j'ai eu, pendant 5-10 minutes, j'ai pu leur
leur dire que... Et donc il y avait plein de militants qui avaient l'air assez chaleureux, assez enthousiastes sur cette idée-là, leur dire qu'un jeune parti qui voudrait une nouvelle donne au sens vrai, honnête, sincère du terme, plutôt que d'essayer de prendre le pouvoir et à nouveau gouverner à la place des gens comme les autres partis, ça pourrait être un parti qui dirait eh ben, nous, on va faire autre chose. On va faire l'éducation populaire comme l'ancien parti communiste autrefois s'était mis en tête de former les gens pour avoir un niveau, une conscience de classe qui grandit. Ben, Nouvelle Donne pourrait se mettre... Mais bon, c'est eux qui vont décider, je ne sais pas si ça va se passer, hein, mais je leur disais, je leur ai dit, vous pourriez, vous devriez favoriser ce processus d'éducation populaire pour que les gens deviennent constituants. Ça va être beaucoup plus sexy que ce que font les autres, attrayant que ce que font les autres partis politiques. Les gens vont sentir que vous voulez pas leur voler le pouvoir et que vous voulez qu'ils... C'est pas leur rendre, c'est les aider à le reprendre. Alors, parce qu'il y a plein de petits chefs là-dedans, comme dans tous les partis. Hein, il y a plein... Le problème des partis, c'est que c'est des structures hiérarchiques et qui ne fonctionnent que pour et que par les chefs. Et que donc c'est des machines à donner le pouvoir aux chefs. Celui ou ceux qui ont le pouvoir dans les partis, c'est le chef ou les quelques sous-chefs, mais c'est jamais les militants. Quand je parle avec les militants, quels que soient les partis, hein, même les partis oligarchiques, hein, c'est des gens qui souffrent beaucoup de leur impuissance en fait, par rapport à la prise de décision de ce que va être la ligne du parti. Même dans les partis de gauche. Hein. Donc je sais pas, Nouvelle Donne, je trouve que comme c'est un jeune parti et que la Rupture Rouge, je trouve pourtant il était socialiste, hein, ça c'est quand même un signe de défiance, quoi. Hein, je veux dire, les gars qui sont au PS, tellement des traîtres, ils nous trahissent tellement qu'on n'a plus envie d'avoir confiance du tout. Donc les gens qui viennent du PS... Mais bon, moi je suis pas raciste, hein, les gens sont pas noirs ou blancs à vie et définitivement mauvais ou définitivement bons. Ils ne sont pas bons ou mauvais, on a tous du bon et du mauvais en nous. Il me semble que les gens peuvent changer, que les circonstances peuvent transformer les gens. Mélenchon pourrait défendre cette idée aussi. Mélenchon, il pourrait défendre l'idée d'un processus constituant populaire où les dirigeants de ce parti, les porte-paroles, resteraient volontairement en retrait. Mélenchon pourrait s'interdire et interdire à tous ces cadres de leur demander « Interdisez-vous de participer au processus constituant ?» Il est capable de faire ça. Je ne suis pas sûr du tout qu'il le fera, mais je sais que les gens peuvent changer avec les gens peuvent changer avec les événements, la pression, les circonstances, en vieillissant, prenant du recul par rapport à la niaque de vouloir tout décider à la place des autres. Parce qu'il y a quelque chose de très grand. Le gars qui va faire ça, je ne sais pas si c'est Mélenchon ou un autre, mais le gars qui va se transformer, pour l'instant, il essayait d'avoir le pouvoir. Pour le bien commun, il se disait, j'ai une vision du bien commun et c'est elle que je veux défendre. Mais le gars qui va se transformer en disant, ok, mais maintenant je vais faire autre chose. Si je suis élu, je vous promets que ce que je vais faire, c'est, alors il faut qu'il soit honnête, je vous promets que je ne vais pas écrire la Constitution. Et ce n'est pas les gens de mon parti qui vont écrire la Constitution, c'est les gens de tous les partis et les gens sans parti. Je vous promets qu'on va faire un processus constituant, vous allez tous participer, comme en Islande, mais pas morpionné par une Cour suprême. Je ne laisserai pas le Conseil constitutionnel tout casser, ou les forces de la régression résister. Je protégerai le processus constituant. Vous allez tous y participer. Je ferai en sorte pour que le processus constituant débouche non pas sur un projet, mais sur plusieurs projets constituants et surtout des options, c'est-à-dire que c'est article par article que vous allez voter. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez renvoyer la Cour dans ses cordes, l'Assemblée constituante, pour qu'elle réécrive le truc. Et je m'engage à m'en aller une fois que ce sera fait, une fois que ça aura été voté par référendum. Je jure que je m'en irai et que je ne rentrerai pas dans le pouvoir. Le gars qui fait ça, c'est un géant, quoi. C'est quelqu'un qui va être au-dessus de tous les autres, quoi, hein, à mon avis. Et les 80% de la population qui se méfie des hommes politiques, il faut qu'il soit honnête, ce gars-là. Mais s'ils ont affaire à quelqu'un comme ça, je suis sûr qu'il va être élu. Alors le problème, c'est qu'il risque d'être tué. L'oligarchie, ceux qui font élire les prostituées aux banques que sont l'UMP et le PS, les gens donc les donneurs d'ordre, hein,
Ces gens-là vont se débrouiller pour qu'il ait un accident. Ils vont pas le tuer dans la rue, mais ils vont s'en débarrasser. Ils le font partout dans le monde. Hein. Donc, le problème de cette option-là, c'est que ce gars-là doit être un saint, quoi. Hein. Il va risquer sa peau, quoi. Et donc, il y a une autre possibilité, c'est que on organise nous-mêmes les ateliers constituants sans parti. On n'a pas besoin de parti. C'est bordélique. Oui, c'est très, très bordélique. Oui, oui, c'est bordélique. Et d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord. Et les gens s'empaillent. Il y en a qui veulent faire une association, d'autres qui ne veulent pas. Il y en a qui veulent aller au M6R le défendre et d'autres pas. Ben ouais, c'est bordélique. Et c'est pas homogène. Et on ne sait même pas combien on est. Et on ne sait pas qui c'est. On n'a pas les noms. C'est très bien. C'est très bien. C'est plus dur à déraciner. C'est plus dur à zigouiller un mouvement comme ça. Un mouvement très bordélique. Mais par contre, il y a une idée fixe. L'idée fixe de ce mouvement bordélique, c'est pas du tout péjoratif pour moi dans l'esprit. Hein. C'est justement une condition de survie. C'est parce que c'est chaotique que quand on va en tuer une partie, il va en rester d'autres parties ailleurs qui vont continuer à grandir. Le génome de ce truc-là, l'idée commune de ce truc-là, simple, hein, c'est l'ADN de cette idée majeure, c'est si on veut une constitution, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. Et donc il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on s'entraîne à écrire dans tous les quartiers, toutes les écoles, toutes les maisons. Il faut qu'on s'entraîne à écrire. On ne sait pas ce qu'on va écrire, on s'en fout. Si on l'écrit nous, même si on se trompe, ce sera des petites erreurs, ce sera mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc l'ADN de ce qu'on appelle les gentils-virus, là, mais il n'y a qu'à les appeler autrement si vous voulez, ça m'est égal. Mais l'ADN d'un processus émancipateur, vrai, et vraiment, je crois que c'est une idée, il me semble que c'est une idée nouvelle, ça. Ce serait nous débrouiller pour devenir un peuple qui devient constituant. Ça, si vous voulez, ce serait la matérialisation de ce que disait Castoriadis quand il disait une société s'émancipe en s'auto-instituant. L'institution imaginaire de la société, disait-il. C'est remarquable ce que dit Castoriadis. Lisez Castoriadis, vous allez adorer. Hein, les conférences de Castoriadis, c'est remarquable. Et mais il n'y avait pas ça débouchait pas sur quelque chose de concret. Il dit, enfin, c'était presque concret quand même, mais c'était pas. Alors, on fait des ateliers. L'idée des ateliers constituants, c'est, eh ben, on veut faire société, on veut vivre ensemble. On récuse ce faux clivage gauche-droite qui correspond plus à rien. Les racistes et les antiracistes, mais c'est pas ça le clivage gauche-droite. Gauche-droite, ça devrait être les 1% esclavagistes et les 99% qui travaillent pour eux. C'est les privilégiés et les autres. C'est ça le clivage droite-gauche normalement. Et là-dedans, nous, on est 99% à être une classe opprimée. Alors plus ou moins opprimée, moi je ne suis pas opprimé, hein, je suis un anti. Hein. Et justement, je m'en sers pour défendre les autres. Et ces 99%, c'est une classe qui pourrait s'émanciper en devenant constituant. C'est-à-dire en devenant capable d'instituer elle-même, cette classe deviendrait capable d'instituer elle-même sa puissance. Mais ça veut dire concrètement, on fait des ateliers. Concrètement, on écrit des articles. On ne dit pas, je suis capable d'écrire des articles. On les écrit vraiment. Enfin, ce que je vois dans les ateliers constituants, c'est enthousiasmant. Les gens se transforment. Les gens voient tout de suite, très vite, hein, il faut quelques minutes. Hein, tout de suite, quand il faut commencer à écrire. Et quand tu commences à écrire, tu te dis, putain, mais c'est simple ça. Tu prends n'importe quel article. Tu commences, putain, mais c'est quand même pas très compliqué. Et même quand c'est compliqué un peu, tu te dis, mais en quelques jours, en discutant, bon, il y a des trucs, il faut peser un peu plus que ce que je pensais. Mais en fait, on va en venir à bout. On va trouver des solutions. On va tout à fait être capable d'écrire nous-mêmes notre constitution. Ce qui est compliqué, c'est pas d'écrire une constitution. Ce qui est compliqué, c'est d'écrire une fausse constitution qui a l'air d'une constitution qui n'en est pas une. C'est-à-dire qui dit la Ve République est le régime du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc il dit ça. Et puis derrière, il fait tout le contraire. Alors faire tout le contraire sans que ça se voie, ça c'est un métier d'escroc. Là, il faut des juristes chevronnés pour écrire une fausse constitution. Ça, c'est vrai que c'est pas de notre sort. On ne sera pas capable de faire ça, d'écrire une fausse constitution qui ressemble à une vraie et qui en est une fausse, qui est en fait une prison politique. On n'y arrivera pas. Mais c'est pas ça qu'il s'agit d'écrire. Il s'agit d'écrire une vraie constitution. Une constitution, et ça, c'est pas compliqué, d'instituer notre puissance et les contrôles des acteurs politiques. C'est pas compliqué. Vous verrez, c'est pas compliqué. Je crois que c'est une bonne idée, ça. Et j'espère que Nouvelle Donne sera capable d'embrayer là-dessus. Je ne suis pas sûr. On verra. Monsieur Chouard, merci. Merci à vous.